Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'éducation, dirigé aujourd'hui par Fabrice Madouas avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck. Diffusée en direct vendredi 15 mai 2009 de midi à 13h30, cette émission est réalisée par Benoît. Eh bien, merci Jacqueline et merci à tous les auditeurs d'être à l'écoute. Donc, c'est une émission qui sera consacrée cette semaine aux enfants surdoués. Et nous avons sur le plateau, quelqu'un que je suis très heureux d'accueillir parce qu'elle est très connue et très réputée pour les travaux qu'elle mène depuis quelque temps déjà sur les enfants surdoués, qui est Ariel Hadda. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour madame. Donc vous êtes psychologue et vous êtes connue donc pour les travaux que vous menez sur des enfants surdoués, que vous préférez vous-même d'ailleurs qualifier de doués. On reviendra en fait peut-être sur le thème parce que c'est vrai qu'on parle d'enfants surdoués, d'enfants intellectuellement précoces. Vous-même vous préférez le terme de doué. Vous avez écrit donc plusieurs ouvrages. L'un a été préfacé par Jean-Charles Terrassier et un autre avec Hélène Catroux qui travaille également sur ces questions de don ou de surdon. Les titres des ouvrages en question: le livre de l'enfant doué, le découvrir, le comprendre, l'accompagner sur la voie du plein épanouissement. C'est aux éditions Solar et c'est paru en 2003, je crois. Non, 99, c'est réédité très régulièrement, voilà, donc, il change la couverture, donc il y a trois lignes de différence. L'autre livre, donc c'est L'enfant doué, l'intelligence réconciliée, donc c'est celui-là auquel Hélène Catroux également a collaboré. Voilà, et nous aurons également à l'antenne, mais par téléphone, Madame Jeanne Siot-Fachin, qui est également une psychologue clinicienne spécialiste des enfants surdoués, et Daniel Jachet, qui est un enseignant qui a été principal de collège dans lequel il accueillait également des enfants doués, donc il nous dira, lui, très clairement, comment cela se passait au sein d'une classe. Voilà. Alors, Madame Hadda, je crois qu'on va essayer d'être très, très didactique et de poser un petit peu les termes de la question que nous voulons évoquer. Qu'est-ce que finalement un enfant doué? Comment est-ce que l'on mesure ses capacités intellectuelles? Et finalement, est-ce qu'il y en a beaucoup d'enfants doués ou surdoués? Statistiquement, il y en a 2%. Et ça se mesure avec un test, et c'est dangereux de se hasarder à dire qu'un enfant est doué si on n'a pas fait passer de test. Parce qu'il y a des enfants qui donnent le change. Donc deux enfants d'une classe d'âge, 2%, c'est-à-dire 2% dans chaque classe d'âge. D'ailleurs, le test compare les enfants, les résultats sont comparés aux enfants d'une même classe d'âge dans une fourchette de 3 mois, c'est donc très très précis. Et on dit qu'un enfant est doué à partir d'un QI de 130. Quand il atteint un QI de 130, c'est-à-dire le bout de la courbe de Gauss, il y a 50% de la population entre 90 et 110. Il y a 25% en dessous de 90, 25% au-dessus de 90. Il y a 5% au-dessus de 125. Au-dessus de 130, il y a 2%. Et au-dessus de 145, il y a 2 pour 1000. D'accord. Et après, ça va à l'infini. Et il y en a qui dépassent les scores, ça existe. J'en vois, c'est un peu compliqué pour eux, mais j'en trouve. D'accord, donc 2% en fait, ramené à une classe d'âge, on peut considérer qu'il y a à peu près 800 000 enfants, donc ça n'est quand même pas négligeable. Ça n'est pas négligeable, et la plupart passent inaperçus. C'est pour ça que je dis qu'il faut un test, parce que ça permet vraiment une vision objective. Alors le test le plus utilisé s'appelle le WISC. Ça s'écrit W-I-S-C. Nous en sommes à la 4e version. Il s'appelle WISC 4. La 4e version qui date de 2005. C'est un peu compliqué à étalonner parce qu'ils sont étalonnés dans les classes. On trouve tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un travail un peu compliqué et long de statistiques et d'essais. Et ce test-là mesure la compréhension verbale, la façon dont les enfants utilisent le langage. Par ailleurs, il mesure la façon dont ils s'orientent dans l'espace. Il mesure aussi la façon dont il mémorise des données. Et la dernière épreuve est une épreuve de graphisme, de rapidité d'exécution du graphisme, où là c'est la catastrophe, parce que ce qui caractérise les enfants doués, malheureusement, c'est leur difficulté à écrire. Leur esprit va très très vite, ils apprennent à lire très facilement, du moins quand c'est la méthode syllabique, parce que la méthode globale on peut pas, mais la méthode syllabique, ils apprennent à lire très facilement, même spontanément et tout seuls. Souvent ils ont appris tout seuls.
Mais en revanche, leur main n'a que leur âge, même si leur esprit est en avance, la main n'a que leur âge, elle est maladroite, et dans leur esprit, ça s'écrit vite et bien, comme la maîtresse au tableau, comme sur un écran de télévision, ça s'écrit vite, et eux s'énervent tellement qu'ils s'écrivent de plus en plus mal, au point que, dans certains cas, on dit qu'il vaut mieux qu'ils viennent avec un ordinateur parce qu'ils écrivent vraiment trop mal. En fait, l'esprit va plus vite que le geste. L'esprit va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais le décalage est énorme. Chez les autres, il y a sans doute aussi un petit décalage. Mais eux, l'esprit va si vite et si loin qu'ils n'arrivent pas à concilier ces deux rythmes de travail. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il faut les aider. Il faut leur apprendre à écrire. Il y a des rééducations de l'écriture. Parce que sinon, ça devient un point de friction avec la maîtresse. Les cahiers sont moches. Ils écrivent de plus en plus mal. Ils sont de plus en plus tendus. Donc, ils peuvent avoir eux-mêmes, en fait, dans un cadre scolaire, des difficultés. Mais on va y revenir. Mais vous avez employé un terme, décalage. Donc, finalement, le don ou le surdon, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont en décalage, en quelque sorte plus précoces que les autres enfants de leur même classe d'âge. Si l'on mesure le QI, mais vous allez me dire en fait si je ne me trompe pas, donc le quotient intellectuel, on dira en fait qu'un enfant, par exemple, a un quotient intellectuel de 120, si c'est un enfant de 10 ans qui réussit un test avec le score d'un enfant de 12 ans. En fait, le 120, ça correspond à 12, 12 qui est le résultat, enfin l'âge mental sur âge réel. L'âge mental de l'enfant, que divise en fait son âge réel, donc 12 c'est l'âge mental, que divise 10, c'est l'âge réel, donc on arrive à 1,2, et pour obtenir le QI, le quotient intellectuel, on le multiplie par 100, donc 1,2 fois 100, c'est égal 120. Donc un enfant qui aura un QI de 120, c'est par exemple un enfant de 10 ans qui aura réussi un score avec un test avec le score d'un enfant de 12 ans. C'est bien ça? Oui, mais on abandonne maintenant on évolue de plus en plus cette notion d'âge mental sur âge réel, parce que c'est un peu trompeur. Si vous avez un enfant de 3 ans qui parle très bien, ça va lui faire un QI de 180 ou 200 qui est trompeur. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ça qu'il a. Il a un bon langage, mais c'est tout. Et puis ça se tasse, parce que à partir de 15 ans, ça ne fonctionne plus, cette histoire d'âge mental et âge réel. À partir de 15 ans, il y a un plateau. Bien sûr. Donc, on préfère comparer à une population du même âge et voir où il se situe dans la population du même âge. C'est plus fidèle. Donc, au début, Alfred Binet, 1911, avait mis au point le premier test à la demande de l'Éducation nationale, d'ailleurs, pour savoir pourquoi certains enfants étaient en échec scolaire. Et lui avait cette notion âge mental, âge réel, parce qu'évidemment, il n'y avait pas les données statistiques. Il ne pouvait pas démarrer tout seul avec ces données statistiques. Mais maintenant, on compare à une population du même âge. Parce que sinon, un enfant de 12 ou 13 ans ne peut plus être comparé, puisqu'à 15 ans, ça plafonne. Donc ça lui fera un QI trop faible, ça ne va plus. Bien sûr, donc le décalage, en fait, se résorbe petit à petit. Donc finalement, un enfant, comment est-ce que vous définiriez, vous, donc, un enfant, alors doit-on dire doué, surdoué, intellectuellement précoce? Quel est le terme, en fait, que vous préférez? Et comment le définiriez-vous, en quelque sorte? Alors, question de terminologie, c'est important, et l'affaire n'est jamais réglée. Chaque année, enfin, il y a toujours des propositions différentes. Au début, Jean-Charles Terrassier a parlé d'enfants surdoués. Son premier livre, c'est Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Pardon, je vous interromps. Jean-Charles Terrassier, donc c'est en quelque sorte le précurseur en France des personnes qui se sont intéressées aux questions de surdoués. Voilà, c'est un psychologue qui, dès les années 70-71, s'est intéressé à cette question des enfants doués. Son premier livre date de 80. Il a fondé la première association qui s'appelle ANPEP, Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, et il y a des antennes dans toutes les régions, et c'est grâce à lui que cette notion d'enfant doué a été introduite en France, parce que je ne suis pas sûre que l'éducation nationale se serait vraiment penchée sur le problème. On en parlera également avec Daniel Jachet. Alors, oui, ça revient à chaque fois. Alors, les histoires de terminologie, donc au début, on disait surdoué, on a dit après, il y avait des gens qui protestaient en disant non, surdoué, ça va pas. Donc, on a dit précoce. Et moi, je me suis dès le début insurgée contre ce terme, parce que précoce, ça veut dire en avance. Comme ce sont des enfants qui ont un très bon vocabulaire et la notion des mots, ils savent très bien que précoce, ça veut dire en avance, une floraison précoce. Mais en avance, ça veut dire qu'ensuite les autres rattrapent. Or, la grande problématique des enfants doués, c'est qu'ils ne savent pas travailler.
Ils n'ont pas besoin de travailler pendant longtemps, on ne les pousse pas. D'ailleurs, on dit, mais non, c'est pas la peine qu'il fasse des efforts. Tant mieux s'il ne fait pas d'efforts, ne le poussez pas. Donc, on le laisse dormir sur ses lauriers. Il est premier, il ne fait rien, il n'ouvre pas un livre. Et arrive un moment, que ce soit quatrième, que ce soit le bac, ou bien en prépa, dans les études supérieures, où ils ne savent pas travailler. Et là, c'est l'effondrement. Il n'a pas acquis de méthode. Ils n'ont aucune méthode et c'est l'effondrement. Et si ils savent qu'ils ont été précoces, ils se disent, ça y est, j'ai atteint mes limites. Donc maintenant c'est fini. Maintenant je vais régresser, je vais reculer, je deviens idiot. Ça y est, c'est Alzheimer. Enfin, ils font de vraies dépressions. Il y a même des tentatives de suicide. Enfin, il y a des vraies dépressions qu'on appelle à tort phobie scolaire, mais non. Tout d'un coup, ils vont dans un endroit où tout allait bien et tout va mal. Alors, donc précoce, je m'insurge. Si l'on revient, on va décrire effectivement justement ce malaise en fait que connaissent un certain nombre d'enfants. La raison pour laquelle il vaut mieux éviter précoce, c'est cette raison-là. Ça fausse un petit peu les situations. Alors on parle aussi de haut potentiel, élève à haut potentiel, ça fait EIP, mais dans ce cas-là, bon, c'est élève ou haut potentiel, simplement, ça fait HP. HP, il y a 50 000 hôpitaux psychiatriques, enfin, il y a des quantités de choses, donc HP, je trouve que c'est pas très bon. Là, il y a un site qui s'appelle GAPES, mais ils disent encombré de surefficience mentale, parce qu'ils trouvent que, effectivement, parfois c'est encombrant. Et le GAPES, c'est effectivement un site internet sur lequel on peut trouver également un certain nombre de vos contributions. Et donc le GAPES, c'est le groupement associatif de protection des personnes encombrées de surefficience mentale. Voilà, c'est assez compliqué, mais parfois ils peuvent le vivre comme ça. Et donc je dis doué, parce qu'on est doué intellectuellement, comme on peut être doué pour la musique, on est doué pour le dessin, on est doué pour le tennis, on est doué pour quelque chose. Et là, ils sont intellectuellement doués. Donc doué, ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Enfin, c'est plus ouvert. D'accord. Et puis c'est peut-être aussi plus neutre finalement comme appellation. Plus socialement acceptable. Et encore, pas toujours. Bon, très bien. Et alors précisément, quand on a un enfant doué, ou quand on n'en a pas d'enfants doués, j'allais dire, on pense que ceux qui le sont, ou les parents de ceux qui sont doués, doivent être très heureux d'avoir ces enfants, qu'ils doivent réussir, parce que s'ils sont intelligents, c'est forcément, ou plus intelligents que d'autres, si j'ose dire, c'est forcément qu'ils réussiront donc très bien à l'école. C'est généralement ce que l'on pense. Mais manifestement, ça n'est pas le cas. Non, on dit les statistiques, un tiers réussissent bien, un tiers réussissent en deçà de ce qu'ils auraient pu faire et un tiers est en échec grave. Un tiers en échec grave. Les statistiques montrent ça et les échecs sont vraiment catastrophiques. Enfin, ça fend le cœur parce que c'est des enfants qui avaient d'énormes possibilités. C'est presque une question de chance. S'ils sont dans de bonnes écoles qui prennent en compte, qui leur font sauter une classe ou bien qui les alimentent suffisamment, ils ont une bonne scolarité, ils savent travailler et ça fonctionne bien. Mais s'ils sont dans des écoles où on n'insiste pas, où on fait faire beaucoup de petits jeux, mais il n'y a pas tellement d'exigences, leur capacité reste en friche, tout simplement, et ils sont aussi encore en décalage et ils sont très malheureux. Alors les parents, généralement, ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que leurs enfants sont doués. Ils viennent alertés par certaines maîtresses qui, elles, ont remarqué quelque chose, ou bien par des membres de la famille, ou bien des émissions de radio comme la vôtre, où ils reconnaissent quelque chose, des émissions de télévision, des articles, enfin, ils sont alertés par quelque chose, et tout d'un coup, cet enfant qu'ils arrivaient mal à cerner, ils se disent peut-être que si on fait un test, on arrivera à quelque chose, on en saura plus, et ils viennent à reculons en disant je ne suis pas sûre, mais je ne veux pas passer à côté de quelque chose, mais ça me tracasse. Et à partir de là, je pourrais dire que c'est un mode d'emploi, parce que le don intellectuel est quand même diversifié, c'est-à-dire qu'on peut être plus doué pour les maths, plus doué pour les lettres, et on peut aussi avoir des lacunes dans certains domaines. Le domaine où il y a le plus de lacunes, c'est le domaine de l'orientation spatiale. Alors ça entraîne une faiblesse en mathématiques, ça entraîne en géométrie surtout, parfois des difficultés de mémoire. Quand ça devient compliqué, on s'en aperçoit que trop tard. Et donc les enfants sont en échec et eux-mêmes se sentent mal à l'aise. Est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité finalement dans le don, dans le surdon ou l'intelligence en quelque sorte? Oui, on ne peut pas le nier, il y a un facteur d'hérédité, il est mélangé à beaucoup d'autres. C'est-à-dire que des parents qui eux-mêmes, ou l'un des parents qui aura été doué ou surdoué, a plus de chances en fait d'avoir lui-même un enfant doué Oui, il y a beaucoup plus de chances, et d'ailleurs dans les fratries, tous les enfants sont doués. Généralement, tous les enfants sont doués, avec une prédominance chez l'aîné. Mais moi je dis que c'est parce que l'aîné a
plus vite pris l'habitude des frustrations et des contraintes, donc il est plus doué que les autres. Mais oui, en général, dans une famille, ils sont